Bien, chers amis, merci d'être venus pour une nouvelle soirée à la Maison Française. Soirée, le jour va tomber, bien entendu, étant donné notre saison actuelle. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Charles Dantzig, qui va venir non seulement nous parler de ses plus récents ouvrages, mais aussi nous lire un certain nombre de ses textes, et Patrick McGuinness, qui m'a fait l'excellente surprise et le plaisir amical de proposer d'ajouter cet événement à notre programme, et ce que j'ai bien entendu spontanément accueilli. Patrick a édité un volume de poèmes de Charles Dantzig. Il nous lira aussi tout à l'heure des traductions de poèmes que Charles lira dans l'original. Donc, c'est pour nous l'occasion de rencontrer un écrivain qui a une démarche originale, un critique qui travaille sur son œuvre et sur ses textes, et pour moi qui suis quand même aussi un tout petit peu traducteur et qui ai peur de traduire la poésie, de voir comment certains s'en tirent avec beaucoup de brio et de talent. Et je passe immédiatement la parole à Patrick McGuinness pour nous présenter notre invité de ce soir. Merci beaucoup. J'ai rencontré Charles Dantzig il y a peut-être 10 ans, quand il était mon éditeur, au moment où j'étais en train de rassembler une anthologie de poésie symboliste. Et ce qui m'a frappé chez Charles, c'est qu'il adore la littérature, et il a beaucoup de respect pour la littérature, mais pas beaucoup de révérence. Et je trouve ça assez rafraîchissant. Il adore les livres, il me semble avoir tout lu, peut-être même trop lu, et il a sorti récemment un dictionnaire de la littérature française absolument magnifique, qui a été extrêmement bien reçu, mais qui a été aussi un petit peu, je crois, controversé parce que ce manque de révérence était assez bien affiché. Et j'en ai fait le compte rendu pour le Times Literary Supplement, et j'ai reçu des courriers électroniques de personnages qui me demandaient pourquoi on ne pouvait pas faire un tel livre en anglais pour un public anglais. Et je n'ai jamais su répondre à la question, et je me demande si peut-être ce soir, Charles va y répondre. Récemment, il m'a demandé de faire le choix de ce qu'on appellerait en anglais un collected but not complete poème collected but not complete, je crois, parce que c'est assez gros quand même. Et en rassemblant les textes de Charles, j'ai été très frappé par la façon dont sa poésie est très ouverte. Sa poésie est un lieu de rencontre. J'aime bien, par exemple, la façon dont il peut parler de Morrissey et de la Divine Comedy, le groupe irlandais qu'il connaît. Et d'ailleurs, il a rencontré le chanteur du Divine Comedy. Il a fait un interview avec lui pour un journal français. Et j'aime bien ces points de repère. Et j'aime bien surtout le fait que les points de repère de Charles Dantzig ne sont jamais... On ne sait jamais les prévoir. Et j'espère qu'on ne saura pas prévoir ce qui va se passer cet après-midi. Merci beaucoup. Je suis très... C'est bon, on m'entend ? Je suis très, très content d'être ici pour bien des raisons. D'une part, parce que c'est la Maison Française. D'autre part, parce que c'est Patrick McGuinness qui me présente. Enfin, et j'espère que je n'oublierai pas d'en parler tout à l'heure, parce que c'est Oxford et plus généralement l'Angleterre. Et je fais partie, je crois, d'une espèce... excessivement rare. On m'a laissé sortir d'un zoo tout à l'heure à Paris. Je fais partie du 0,05% de Français anglophiles, je crois. Et nous sommes assez peu nombreux. Nous sommes donc deux. Donc vous avez l'entière population française anglophile en face de vous. Et c'est une chose qui est d'ailleurs assez remarquée quand on parle de moi dans la presse française. Très régulièrement, on éprouve le besoin de dire que comme si c'était une espèce de manie bizarre de s'intéresser à l'Angleterre. Non pas que les Français soient tellement anglophobes, je crois simplement que ça ne les intéresse pas et qu'un Français anglophile leur paraît toujours un objet un peu bizarre. Donc je suis cet objet-là. Et
Je publie des livres maintenant depuis une quinzaine d'années. J'ai publié des romans, des poésies, et mon premier livre qui a vraiment marché en France, enfin, c'est ce dictionnaire qui est apparu il y a quelques années et dont l'idée m'était venue. Vous savez, je crois que de temps en temps, il faut être l'imbécile qui a une idée infaisable. Et puis après, on l'a fait. Et si ça marche, c'est bien. On dit j'ai été cet imbécile parce que ça peut paraître extravagant l'idée d'écrire à soi tout seul un dictionnaire de littérature. Effectivement, les dictionnaires de littérature, ça existe. Il y en a faits par des universitaires qui sont très honorables et très instructifs. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire autre chose. Quand j'étais enfant, j'avais été très frappé par la lecture de 3 livres qui avaient été publiés par la maison Gallimard entre les années 30 et les années 60, sous la direction d'André Malraux. André Malraux, que vous connaissez, qui avait été romancier, ministre de la Culture, et aussi, on le sait moins, il avait été éditeur chez Gallimard, et il avait de très bonnes idées d'édition, Malraux. Et il avait eu cette idée en particulier. Et il a inauguré cette maison. Il a inauguré cette maison, alléluia. Je pourrais faire une imitation de Malraux reniflant comme ça. Malraux, chez Gallimard, avait publié 3 volumes qui s'appelaient Le tableau de la littérature française dans la collection blanche, où il avait eu l'idée extraordinaire, à mon sens, de demander à des écrivains de choisir leur écrivain favori et d'en parler. Et donc, ce qui fait qu'il y avait 5 pages prodigieuses de Paul Valéry sur Blaise Pascal. Il y avait le roman de la Rose raconté par Béatrix Beck, qui est une romancière peut-être pas très connue à l'étranger, mais une très bonne romancière qui est morte il y a 2 ou 3 ans. Et donc, moi, j'étais enfant, j'avais trouvé ça dans la bibliothèque de mes parents, et je trouvais que c'était une manière très fascinante de parler de la littérature. Ces gens-là parlaient de l'intérieur. Ils savaient de quoi ils parlaient. C'était pas une manière savante. Et puis, j'ai lu ça vraiment très, très, très jeune. Et ça a sédimenté dans mon esprit probablement. Et je me suis dit, tu devrais faire la même chose. Voilà. Fais toi-même, fais à toi tout seul ce qu'ils ont été plusieurs à écrire. Donc j'ai pris, ça a pris évidemment de nombreuses années. Et j'ai décidé de faire ce dictionnaire d'une manière pas trop conventionnelle. C'est-à-dire que je l'ai fait avec 4 types d'entrées, de notices. Il y a des notices sur les écrivains, des notices sur des œuvres, des notices sur des notions et des notices sur des personnages, parce que j'ai une idée de la fiction. Vous savez, parfois on oppose, quand on parle de fiction, on oppose le mot réel au mot fiction, le mot réel à la littérature. On dit la littérature doit s'occuper du réel. C'est des choses qui reviennent assez régulièrement, qui reviennent d'ailleurs en France depuis quelques années, où il y a une espèce de vague très réactionnaire, comme ça, le mot réel et le mot caché des réactionnaires. Ils veulent que la littérature s'occupe du réel, parce que sans ça, la littérature serait frivole. Mais pour quelle raison est-ce que la littérature serait une chose opposée au réel et à la réalité? Est-ce que la littérature n'est pas une chose qui est exactement du réel? Et c'est bien pour ça que elle est aussi réelle pour nous qui nous occupons de littérature que la physique quantique ou la mécanique automobile. Enfin, la littérature est très réelle pour nous, et les personnages de fiction en particulier. C'est pour ça que dans ce livre, il y a comme personnage de fiction Gina Del Dongo de la Chartreuse de Parme, Madame Bovary, le Vautrin de Balzac, des personnages moins connus, comme le personnage de Mama Doloré dans ce qui est pour moi un des plus beaux romans de la littérature française du XXe siècle, qui est le Fermina Marquez de Valérie Larbaud. Eh bien, ces gens-là sont aussi réels. Par exemple, Madame Bovary, je connais Madame Bovary mieux que vous, monsieur. Voilà, je vous ai jamais vu et je vous croise là, et vous avez une réalité très lointaine pour moi. Or, Madame Bovary, j'ai lu plusieurs fois le livre, et Madame Bovary, c'est une réalité. Donc voilà, cette notion de réalité qu'on oppose à la littérature me paraît assez fausse. Donc voilà la raison pour laquelle il y a des notices sur des personnages. Ensuite, il y a aussi des notices sur des auteurs, et c'est là que probablement mon dictionnaire a heurté certaines personnes. Et Patrick disait qu'il y avait eu une réception, enfin il y a eu beaucoup de presse sur ce livre en France, mais il y a eu aussi de la presse pour, de la presse contre. Et par exemple, j'ai été en course pour le prix Médicis, qui est un très bon prix littéraire de la rentrée. Et un des jurés du prix Médicis, qui est une femme, a juré que ça serait sur son cadavre que j'aurais le prix, parce que j'avais osé dire du mal de Colette.
Et ça, c'est une des choses extraordinaires dans la littérature. Enfin, d'abord, c'est assez amusant parce que en France, d'abord, c'est un livre qui a vraiment eu aussi un succès public, et ça veut dire que la littérature a vraiment pénétré dans la société française à un point important. Et je peux faire une parenthèse. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai participé à un film qui est réalisé par une jeune artiste conceptuelle qui va filmer pendant 40 ans La recherche du temps perdu de Proust, lu à raison de 6 pages par des gens qu'elle rencontre. Eh bien, j'étais en train de... Vous la connaissez, elle est passée ici sûrement ? Non, mais 40 ans seulement ? Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, elle me filmait dans un endroit en train de raconter, de lire mes pages. Et puis, c'était chez un marchand de carrelage, parce que je voulais être filmé dans une chose qui ne ressemble pas à Proust, parce que je me suis dit, lire des extraits de Proust dans un salon de 1900, ça va être redondant. Donc, je me suis fait filmer devant un mur sinistre de carrelage, et me disant bien que Proust aurait le génie de rendre ce carrelage joyeux. Tout ça est fini, et puis quand ça a été fini, entre dans la boutique un jeune homme de 25-28 ans, comme ça, qui était visiblement d'origine arabe. Il était tellement d'origine arabe que je lui ai demandé son nom après, il s'appelait Karim. Et il nous écoutait parler avec la réalisatrice, et on lui dit non, monsieur, nous on n'est pas les gens de la boutique. Le directeur de la boutique est à côté. Il dit mais non, je vous entends parler de Proust. Moi je suis fleuriste et je vends des Cattleya. Eh bien, voilà une des preuves, enfin d'abord une des preuves colossales du succès de Marcel. De réel dans la littérature, de pénétration dans la société française d'un auteur qui, de son vivant, comme nous savons, s'est pas beaucoup vendu et passe pour un auteur élitiste, qui est aussi une des choses qu'on m'a opposé. Je me suis fait massacrer à la télévision à coup du mot élitiste en France. Je sais qu'en Angleterre, c'est pas bien d'avoir l'air intellectuel, ni trop abstrait, ni trop intelligent, mais en France, élitiste, c'est monstrueux. Et donc, je suis un monstre d'élitisme, mais en attendant, la société française est aussi élitiste que moi, et tant mieux, parce qu'un fleuriste sait ce qu'est Marcel Proust, l'a lu et connaît l'importance des Cattleya dans l'œuvre de Marcel Proust. Donc voilà cette bizarre société française qui aime la littérature, mais qui l'aime d'une façon qui s'apparente un peu... Vous savez, nous sommes un pays catholique, et très majoritairement catholique, et une fois qu'un écrivain français... Nous sommes catholiques de façon posthume. C'est-à-dire que de notre vivant et du vivant des gens, les Français sont un peuple assez cynique, sarcastique et méchant. Mais alors, une fois que la mort intervient, c'est tout d'un coup... Tout écrivain se transforme en statue de Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous, c'est la sainte de Lourdes, vous savez. Et alors, c'est comme tout d'un coup, l'écrivain mort n'est pas du tout allongé, mais se redresse, se fige dans une espèce de statue de plâtre avec des reflets pastel bleu comme ça. Et on doit tout d'un coup dire le plus grand bien. On ne peut pas dire autre chose que du bien de ces gens-là. Et voilà, j'avais osé dire qu'il y avait dans la littérature de Colette, dans la façon qu'elle avait d'écrire, quelque chose qui me dégoûtait, je dis à un moment, Colette est un ventre. Et alors là, ça a été le grand scandale du prix Médicis. J'étais un monstre, Colette est un ventre, il ne fallait pas le dire. Mais quelle est cette espèce d'idée bizarre que Patrick employait le mot respect tout à l'heure, mais disant que je n'avais pas de référence, mais je n'ai pas de respect non plus. Je trouve que le respect est une notion funèbre et mortuaire. Moi, j'ai très bien le souvenir que quand j'étais petit et que j'osais contredire mes parents dans une conversation, on disait « tu me dois le respect ». Eh bien, « tu me dois le respect », en langue française, ça veut dire « tais-toi ». Le respect est une notion qui congèle les gens. On n'a pas besoin de respect. Il ne faut surtout pas de respect, ni révérence, ni respect. On a besoin éventuellement de politesse, on a besoin de déférence, on a besoin d'affection, on a besoin d'amour, mais on a aussi besoin de colère, on a aussi besoin... Moi, je suis pour ne pas laisser reposer les morts en paix. Si on laisse reposer les morts en paix, ça veut dire qu'ils sont définitivement morts. Moi, je suis pour donner des grands coups de pied dans les cadavres, pour voir si par hasard ils ne bougeraient pas un peu encore. Et c'est ce que j'ai fait là, d'ailleurs, mais c'est aussi la partie qui est la plus apparente dans mon livre, parce qu'il y a quelques notices où je dis du mal de Colette, je dis du mal de Montaigne, je dis du mal de certaines des grandes gloires littéraires de mon pays, mais enfin, 80% de mon livre est composé de grands cris d'amour aussi. Je dis du mal en général de gens qui ont été dans leur vie impitoyables. Et en particulier, je m'en prends à des gens qui ont été vraiment des sales personnes dans leur vie, et j'essaie d'employer un euphémisme. Enfin, par exemple, Louis Aragon
ou Paul Claudel, ou Louis-Ferdinand Céline, sont des gens que j'attaque tout particulièrement parce qu'eux-mêmes ont été très violents dans leur vie. On ne peut pas ouvrir le journal de Paul Claudel sans qu'il ne dise à chaque page que Musset était un imbécile, que Verlaine était un voyou. Il traite Marcel Proust de vieille juive fardée. Donc, si lui-même est comme ça, je me suis dit on peut y aller. Et Louis Aragon, dont le catalogue des saletés qu'il a faites durant sa vie serait, enfin si je commençais maintenant, demain encore je serais en train de vous dire des saletés qu'a faites Louis Aragon. Donc à mon avis, ces gens-là qui ont été si méchants, on peut un peu les griffer. Et évidemment, c'est ces gens-là en général qui ont conservé le plus de dévots, le plus de... Il y a des publics de sectes en France comme ça. Et alors Aragon a gardé une secte parce qu'il a terrorisé beaucoup de gens, et tous les gens qui ont été terrorisés par lui de son vivant deviennent terroristes, lui mort, parce qu'ils n'ont plus peur de lui, et ils décident de faire peur aux autres. Donc ça, c'était pour les auteurs. Il y a aussi des notions dans ce livre qui sont des notions parfois très sérieuses sur ce que je pense de l'imagination, de la fiction, de l'intelligence et des choses comme ça, mais il y a aussi des notices que j'ai cherché à chaque fois des angles un peu inattendus. Il y a une notice, par exemple, sur les bibliothèques de maisons de campagne, que je ne vous lirai pas parce qu'elle est très française, mais il y a une typologie, dans la typologie des bibliothèques, les bibliothèques de maisons de campagne, c'est le dernier endroit avant, j'étais juste avant de venir dans le bookshop de Oxfam, là, le second hand, et ben c'est le dernier stade avant le second hand, la maison de campagne. C'est là où, dans les familles, on met les livres qu'on ne garde plus dans l'appartement principal parce que ce sont les livres principaux, ou les livres qui intimident. On ne va pas se débarrasser de Marcel Proust comme ça, mais en revanche, Jean Hougron, ou comment s'appelait celle qui avait écrit le film, le livre dont Hitchcock a, Rebecca. Daphné du Maurier. Daphné du Maurier doit aller dans les maisons de campagne, par exemple. Et puis dans la génération suivante, on se débarrasse de ça Mais c'est la perpétuation de la littérature aussi. La maison de campagne, moi, c'est là parfois qu'il m'est arrivé de lire des livres que je n'aurais pas lus ailleurs et qui étaient charmants. C'est là, il n'y a pas très longtemps, que j'ai découvert un livre de Malaparte, qui est un écrivain italien que vous connaissez, sur la Toscane, qui s'appelle Maledetti Maudit Toscan, et qui est un livre merveilleux. Et il y a aussi une notice, par exemple, où je raconte une notice qui s'appelle France, pays littéraire, où j'explique en particulier pourquoi la France est un pays excessivement littéraire, et je le prouve par les chansons de variété. Et les chansons de variété en France, nous devons être probablement un des seuls pays au monde qui aiment autant les chansons de variété. Après les Italiens, mais les Italiens aiment les chansons de variété nulles. Par exemple, il faut que ça ressemble à une glace rose comme ça. Par exemple, j'étais à Rome il y a quelques jours et il y avait un grand tapage parce que le fils de la famille dégénérée qui s'appelle les Savoie et qui prétend au trône d'Italie, le prétendant à la royauté d'Italie, était à un concours de chansons très connu, le Festival de San Remo, et il a chanté une chanson, il est arrivé deuxième, une chanson qui portait le titre délicieux de Italia Amore Mio. Mais alors en France, nos chansons de variété sont un peu plus raffinées. Je donnais des exemples, par exemple, on parlait tout à l'heure de Serge Lama, qui est un chanteur français qui était très à la mode dans les années 70. Eh bien, dans Serge Lama, dans une chanson de variété, donc qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, qui passait sur toutes les radios, Serge Lama dit « J'effeuille les fleurs du mal », qui est évidemment une citation de Baudelaire. Il y a eu un chanteur très connu qui faisait des chansons de variété sur des rythmes disco qui s'appelait Dave dans les années 80 en France. Et Dave a chanté une chanson qui s'appelait « J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann ». Ça, c'est et c'était des chansons populaires. On a même eu, je ne sais pas si vous voyez, qui est Johnny Hallyday, qui est maintenant notre idole. Johnny Hallyday a fait un concept album sur Hamlet. Je ne sais pas si on pourrait je sais pas si on pourrait imaginer Dolly Parton chantant Phèdre, faisant tout un album sur Phèdre. Et ben en France, on a un truc comme ça. Donc quand même, il y a cette espèce de singularité de la France. Voilà. Et il y a aussi, j'ai fait une notice sur ce qu'il y a peu dans les romans. Si vous voulez, je vais vous en lire quelques lignes. Ça s'appelle « Ce qu'il y a peu dans les romans », parce que un de mes raisonnements, c'est il faut chercher ce qu'il y a dans les choses, mais c'est aussi intéressant de voir ce qu'il n'y a pas, ce qu'on ne dit pas et ce que ça cache. Par exemple, pour faire une digression, dans la notice sur Chateaubriand, je dis, tiens, c'est intéressant de voir de qui Chateaubriand ne parle pas. Chateaubriand, qui était donc le grand écrivain que vous connaissez, qui a été un grand mondain, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de France, qui a connu tout le monde, qui n'était jamais aussi content que quand il croisait sur son chemin un roi de France, de préférence déchu, et bien qui est un name dropper forcené, et bien de qui ne parle-t-il jamais
Chateaubriand, il n'emploie pas une seule fois dans toute son œuvre le nom de Stendhal, par exemple. Eh bien, c'est très significatif. Quand on ne parle pas de quelqu'un, c'est évidemment parce qu'on veut l'effacer de la mémoire des gens. Et or, il avait toutes les raisons de parler de Stendhal, qui était diplomate comme lui, évidemment d'un moindre niveau dans la hiérarchie. Donc voilà les choses qu'il faut parfois chercher, c'est qu'il n'y a pas. De la même façon, dans la notice sur à la recherche du temps perdu, le livre de Proust, ça me paraissait tellement ridicule de faire une notice disant ce qu'est la recherche du temps perdu. Tout le monde sait ce qu'est la recherche du temps perdu. Enfin, voilà, c'est une espèce de funérailles nationale du 19e siècle, comme ça, et tout le monde a raconté ce que c'était. J'ai essayé mon article est ce que n'est pas la recherche du temps perdu. Je dis qu'en particulier, ça n'est pas un roman long. Eh bien, ce qu'il y a peu dans les romans, et c'est vrai, ce qui est long, je dis dans ce livre, et on m'a beaucoup reproché ça c'est le supposé élitisme. Ce qui est long, c'est ce qui est mauvais. Ce qui est long, pour moi, je vous assure que, et c'est vraiment sans aucune affectation, lire un roman de John Grisham, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, ce sont des phrases dont je ne comprends pas la forme, je ne comprends pas sa pensée, probablement parce qu'il n'y en a pas, alors que Proust, vraiment sans aucun paradoxe, c'est facile. C'est facile parce que c'est bon, c'est un peu étonnant au départ parce que c'est un peu comme traverser le Pacifique à la nage, mais une fois qu'on a le mouvement de la brasse, c'est extrêmement simple et on est très bien dedans. C'est une expérience de lecture assez bizarre néanmoins. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai lu La recherche du temps perdu, je n'ai rien compris. J'étais étudiant comme vous, moi j'étais étudiant en droit, parce que je devais faire l'école normale, et puis j'ai eu une espèce de réaction probablement salutaire. Je me suis dit, je ne veux pas qu'on m'impose des idées sur la littérature, ce que je dois penser des écrivains. Donc, j'y suis pas allé, j'ai fait des études de droit à la place. Et en France, les études de droit, c'est des études merveilleuses pour ne rien faire et lire. En première année de droit, j'ai pu lire La recherche du temps perdu. En revanche, à l'école normale, j'aurais jamais eu le temps de lire La recherche du temps perdu. Eh bien, la première fois que je l'ai lu, voilà, j'ai compris de quoi il s'agissait. Je voyais bien qu'au début, c'était un petit garçon qui était trop aimé par sa maman, qui avait des grandes ambitions mondaines. Il était question de duchesse qui divorçait. Bon, mais je ne comprenais pas. Et c'est à la deuxième fois que je l'ai lu, que tout d'un coup, c'était comme si j'avais atterri sur la Lune. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire autre chose parce que, comme tous les bons romans, et c'est ce que je dis dans ce dictionnaire, je pense que dans tous les bons romans, tous les bons livres au fond, principalement tous les bons livres de fiction, il y a deux sujets, et Proust en est un cas typique. Il y a le sujet apparent du livre, qui est ce que voient la plupart des gens. La plupart des gens voient le sujet apparent du livre, qui est l'histoire et ce qu'on leur raconte, et après tout, c'est très légitime, parce que c'est ça aussi, et le livre ne tiendrait pas debout s'il n'y avait pas cette histoire. Donc, dans Proust, on voit qu'il y a une histoire d'ambition mondaine, voilà. Mais il y a évidemment le sujet réel du livre, et le sujet réel du livre, c'est ce qui est en dessous. Et parce que les bons romans, les bons romanciers sont comme des cuisiniers italiens qui fabriquent des lasagnes, ils mettent une couche et une couche dessous et une couche dessous pour que les lecteurs ultérieurs... Je pense que la postérité ne tient qu'à ça. Parce que c'est pas que les auteurs qui restent... D'abord, la postérité, c'est nous, donc on se trompe tout le temps aussi. Et c'est pas parce que nous jugeons que nous avons raison. Mais on continue à lire des livres après la mort des auteurs parce qu'ils ont mis des choses en dessous. Les autres disparaissent parce qu'il n'y a qu'une surface. Il n'y a que la surface. Ça n'est pas mauvais, mais on l'a lu une fois et ça disparaît après. Et donc, dans Proust, dans tous les bons auteurs, il y a ce sujet réel. Et évidemment, je ne vais pas vous raconter ce qu'est le sujet réel de Proust. Il a été découvert depuis très longtemps. Ce qu'il y a peu dans les romans. En France, il y a peu de romans avec des étudiants et des universitaires. Les écrivains, ils sont très peu diplômés. Il y a peu de descriptions sérieuses de très grandes entreprises. J'ai entendu un jour l'adjointe d'un des entrepreneurs les plus puissants de France rire d'un roman supposé méchant sur la question en pariant que son auteur était tout au plus un ancien comptable de petite entreprise. Si j'accepte quelques romanciers moqueurs de la fin du XIXe siècle comme Georges Courteline, les satires de la bureaucratie sont rares en France et en revanche c'est une spécialité de la Russie des derniers empereurs et de l'URSS des derniers premiers secrétaires. Solzhenitsyn fait une description lourde, impitoyable et comique des bureaucrates qui contrôlaient les écrivains dans les chênes et le veau. Où que ce soit, les romans montrent peu de femmes imbéciles. C'est par galanterie probablement, même de la part des romanciers misogynes. Un reste de bienséance leur fait préférer d'écrire des femmes méchantes. Le cinéaste comique Max Sennett disait « Nous ne nous moquons ni de la religion, ni de la politique, ni des races, ni des mères. Une mère ne recevra jamais de tarte à la crème. Une belle-mère, oui, mais jamais une mère. »
Eh bien, parlez-moi d'absence de préjugés. Pourquoi une mère serait-elle moins risible qu'une belle-mère? Et la tragédie de la belle-mère, on y pense. D'ailleurs, quand je ne l'ai pas écrit là, mais la tragédie de la belle-mère, c'est Phèdre. Je parlais de Phèdre tout à l'heure, mais Phèdre, c'est la tragédie de la belle-mère. Voilà un exemple de... Tiens, j'ai noté aussi qu'il y avait une chose sur les librairies qui peut vous intéresser, qui est les librairies à l'étranger. Je vais vous lire le premier chapitre des librairies à l'étranger. Donc l'étranger, c'est en particulier ici. Pour évaluer l'état de sérieux d'une ville, il faudrait étudier ses librairies. Depuis 1995 que le gouvernement anglais a aboli le prix unique du livre, Londres est dévastée par la médiocrité éclairée au néon. Les grandes chaînes ont assommé les librairies indépendantes à coups de discount et on n'y voit plus que Dillon's, Foyles et Waterstone, toutes identiques et toutes pareilles à des boutiques de baskets dans des centres commerciaux. En 2005, on voyait à la vitrine des Waterstone de Londres des livres comme « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » qui avaient paru en janvier 2003, c'est-à-dire 2 ans avant. Si le best-seller, qui est un produit consommable, se met à avoir de la postérité, nous sommes fichus. Voilà, il y a aussi des notices, par exemple, sur les morts d'écrivains, qui sont des morts inhabituelles d'écrivains. Alors, j'ai par exemple trouvé, parce que je trouvais ça singulier de voir comment, parce que la littérature n'est jamais, on croit que la littérature est une chose séparée de leur auteur, c'est une chose que nous devons beaucoup en France au XXe siècle, d'ailleurs à Marcel Proust. Vous savez, Marcel Proust a gagné dans beaucoup de choses, et en particulier sur la théorie de la biographie en littérature. Avant Marcel Proust, il était à peu près admis. Les idées nous font 100 ans en France. Une idée nous fait 100 ans, après on la jette et on la remplace. Pendant 100 ans, avant Marcel Proust, ou pendant assez longtemps, nous avions l'idée qu'un écrivain, c'était la race, le milieu, le moment, qui était une théorie d'Hippolyte Taine, l'historien et l'écrivain. Et c'était, après tout, assez compréhensible. Un écrivain est le produit d'une race, comme on disait alors, d'un milieu et d'un moment. Proust est arrivé, et l'apothéose de cette idée-là, c'était Sainte-Beuve, le grand critique. Une grande sainte. Et l'écrivain qui analysait dans ses livres, qui analysait la littérature à partir de la biographie des écrivains. Et Proust est arrivé là-dessus. Et Proust, une des premières versions de la recherche du temps perdu, s'est appelée Contre Sainte-Beuve. Il a été publié en 1954, donc 32 ou 33 ans après la mort de Marcel Proust. Je suis d'ailleurs en train de me rappeler que Proust est mort à 51 ans, au même âge que Balzac. On a l'impression que Proust est mort. On a souvent l'impression que Proust est mort très. Je ne sais pas de quelle impression on a d'ailleurs. Mais enfin, on ne sait pas qu'il est mort au même âge que Balzac, qui donne l'impression d'un titan comme ça qui soulève des montagnes entières. Et Proust, qui a l'air si chétif, et d'un papillon qui fait des choses en buvant du thé, a écrit autant de pages que Balzac et est mort tué par sa littérature au même âge. Quand on a du génie comme ces gens-là, on est tué à... J'espère que je vais mourir à 51 ans, ça aura la preuve que j'ai du génie. J'y arrive, donc je ne suis pas trop pressé, je vais un petit peu prolonger, mais alors, j'ai du génie, donc ça et donc Proust est mort tout à fait... on ne le croyait pas d'ailleurs, parce que Proust a passé son temps dans ses lettres il écrivait aux gens en disant « je ne peux pas sortir ce soir parce que je tousse, je vais mourir, j'ai de l'asthme ». Et puis il faisait venir il appelait son chauffeur qui était le mari de sa femme de chambre, et il faisait réveiller son chauffeur à 2h du matin, et à 2h du matin, il allait sonner chez les gens, il se faisait servir un chocolat chaud, et puis il finissait au bar du Ritz à 4h du matin en disant « je vais mourir, je vais mourir ». Et c'était comme Pierre et le loup, on ne le croyait pas, on disait « oh, ce brave Marcel, il est tout le temps en train de se plaindre, quelle chochotte, etc. » Et finalement, il est mort quand même, c'est-à-dire qu'il se plaignait. Il y a des hypochondriaques, mais ce n'est pas parce qu'on est hypochondriaque qu'on n'est pas malade. Et donc j'arrive très lentement à mes morts d'écrivains. Il y en a beaucoup. J'ai cherché par exemple des morts de façon moderne. Et par exemple, j'ai cherché les écrivains qui étaient morts écrasés par un véhicule. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le gendre de Théophile Gautier, que je prends pour un très, très grand poète et un bon écrivain, qui s'appelait Catulle Mendès, est mort écrasé par un train, un des premiers trains. Il était ivre-mort, il était alcoolique et hétéromane, il reniflait de l'éther. Et il était alcoolique et il a mis la main sur la poignée du train, il a raté la poignée, il a glissé et le train lui est passé dessus. Premier mort par un train. Nous avons ensuite Roland Barthes est mort écrasé par une voiture. Et le pauvre Roland Barthes, on a
beaucoup dit après. Ce qu'on n'a pas dit tout de suite quand il est mort, on l'a imprimé après, c'est qu'il est mort en sortant d'un déjeuner chez François Mitterrand et pendant 10 ans, tout le monde a dit à Paris, Mitterrand porte malchance, n'allez pas déjeuner chez lui. Et il y a eu aussi Fagus, c'est un poète dont parle Léoto, autre alcoolique qui est mort écrasé par une voiture. Après, il y a eu des morts dans un accident de voiture, mais c'est autre chose. Il y a un poète qui est mort en avalant sa clé. Il s'est suicidé, c'était un poète qui s'appelait Nicolas Gilbert, qui était un assez bon poète réactionnaire du XVIIIe siècle, qui était opposé aux Lumières et qui était... C'est assez drôle d'ailleurs. Il a écrit un pamphlet qui s'appelle Le XVIIIe siècle, qui est un pamphlet contre les Lumières et les philosophes des Lumières. Et il a essayé, à un certain moment, il était subventionné par le parti aristocratique et le clergé, et il a essayé de faire une alliance avec, lui était réactionnaire de droite, avec l'autre réactionnaire de gauche de l'autre côté, avec Jean-Jacques Rousseau, qui était aussi réactionnaire que lui, mais comme il était plus connu, il l'a dédaigné, et le pauvre Gilbert s'est suicidé, il a avalé sa clé. Et il s'est étouffé. C'est une drôle de façon de fermer la porte et de mourir. Je fais aussi la liste des morts pendant les guerres et en particulier pendant l'atroce guerre de 1914. Et je donne là non seulement des noms d'écrivains français, les plus connus en France qui ont été tués pendant la guerre de 14 sont Alain Fournier, l'auteur du Grand Moulin, et Charles Péguy qui a été tué au premier jour de la guerre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je parle aussi, et ça me donne l'occasion de parler de l'attitude des poètes français comparativement aux poètes anglais, en particulier et aux poètes allemands pendant la guerre de 14. Et c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que les poètes de façon très curieuse, et je ne sais pas réellement pourquoi, les poètes français et les écrivains français en général, pendant la guerre de 14, un écrivain qui était très peu un poète mais un prosateur a fait ça aussi, sur qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Rémy de Gourmont, qui était un grand intellectuel de la fin du XIXe siècle. Ces gens-là, qui étaient souvent au départ des anarchistes, des libres penseurs, comme on disait en France à l'époque, dont on pensait qu'ils allaient s'opposer à la guerre, immédiatement, dès le début de la guerre, on fait des poèmes bellicistes et d'apologie de la guerre. Et je ne parle pas de Paul Claudel, notre cher Paul Claudel, qui a osé écrire pendant la guerre de 14, alors que lui était confortablement diplomate et pas du tout dans les tranchées en train de se battre. Il a osé écrire un poème qui s'appelait « Comme vous voudrez, mon général ». Ce qui veut dire, pour moi, c'est le comble de la saloperie d'oser écrire une chose pareille, parce que c'est en lisant un poème comme ça qu'il y a des jeunes gens qui sont allés au front, qui sont allés se faire tuer. Eh bien, pourquoi est-ce que les poètes français, tout d'un coup, se sont mis au garde à vous et ont chanté la guerre? On comprend bien, le pays était envahi, c'était pas tout à fait la même chose que l'Angleterre, dont la terre n'était pas en partie occupée par les Allemands, mais enfin, les poètes anglais Rosenberg et tous les autres, se sont beaucoup mieux tenus, et dans un pays d'ailleurs qui était... il y avait une censure en France, mais il y avait une censure en Angleterre, et néanmoins... Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup l'Angleterre, dont je pense que c'est un pays, ça vous paraîtra peut-être paradoxal à vous si vous êtes anglais, mais je pense que politiquement c'est probablement le pays le plus civilisé du monde. Socialement, je dirais peut-être pas la même chose, mais en tout cas, vu d'un pays comme la France, où la République n'est pas une république, mais une espèce de perpétuation de la monarchie peinte avec les couleurs de la République, quand même, il y a une espèce de décence politique et de décence vis-à-vis de la pensée au moment grave en Angleterre qui fait que dans un pays en guerre comme le vôtre, pendant la guerre de 14, on laisse des poètes écrire des poèmes contre la guerre et contre les tranchées, ce qui en France était considéré, d'une part n'a pas été fait, et d'autre part aurait été considéré comme un acte antipatriotique. Eh bien, l'Angleterre est un des rares pays qui nous montre qu'on peut être antipatriotique et que ça n'a aucune importance et que ce n'est pas pour ça que les pays s'effondrent et qu'on devrait laisser les écrits. Vous savez, mon livre s'appelle Dictionnaire égoïste de la littérature française, mais parmi les reproches qu'on me fait, c'est cette anglophilie aussi. Il n'y a pas que la France qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai placé quelques notices sur des écrivains étrangers. D'ailleurs, je cherche des Anglais, là, mais Beckett et Joyce ne le sont pas. Enfin, ils sont là-dedans. Moi, je pense que les nationalités en littérature existent assez peu, sinon évidemment par la langue qu'on emploie, mais enfin, c'est encore une autre question. Est-ce que je dois passer au poème peut-être? Oui. À moins que tu veuilles lire une notice. Je voudrais lire une notice. Est-ce que vous voulez que je peux vous lire? Alors, je vais pas vous. Il y a des gens dont je prends la défense dans ce livre qui sont des écrivains extrêmement célèbres et pourtant méprisés.
parce que ça arrive, c'est une chose très paradoxale, mais ça arrive très souvent dans tous les pays. En France, par exemple, Victor Hugo est un écrivain qui, dirons-nous, est populaire, mais assez méprisé par les élites intellectuelles. En gros, je n'exagère pas beaucoup en disant ça. Ça vient en grande partie du fait qu'on vit sur une phrase célèbre en France d'André Gide qui a dit un jour « Victor Hugo, hélas ». On lui posait la question « Qui est le plus grand poète français ?» Il a répondu « Victor Hugo, hélas ». Et donc, comme c'est un mot d'esprit, et en France, nous avons une espèce de maladie qui est la maladie du mot d'esprit. Quand on fait un mot, on est très content et on s'arrête là. Et on croit que la pensée, c'est un mot d'esprit. Nous sommes le pays le plus paresseux du monde pour ça. Oups, un mot d'esprit, et c'est fait. Eh bien, Victor Hugo est un peu dédaigné en partie à cause de ça. Un autre écrivain qui est dédaigné et que je défends beaucoup dans ce livre, c'est Voltaire. Et Voltaire, c'est très étrange parce que Voltaire, d'abord, lui aussi, il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai une assez grande affection pour les écrivains un peu fébriles et nerveux. Et Voltaire ressemblait un peu à un écureuil comme ça. Il était tout le temps en train de frémir. Il allait d'un arbre à l'autre. Il faisait 1000 choses à la fois. Il était petit, mince et charmant. D'ailleurs, et on oublie ça, le drame, c'est qu'il est mort vieux, évidemment. Alors, quand on est mort... Un des avantages du monde moderne, c'est le botox et la chirurgie esthétique, parce que nous laisserons de nous-mêmes des images plus jeunes que les espèces de vieux machins qui sont assis dans des chaises comme ça. Et Voltaire est mort dans une chaise comme ça. Je raconte dans ce livre l'histoire extravagante de la mort de Voltaire. Si on a 2 minutes, je vais vous raconter ça. Voltaire, à la fin de sa vie, donc c'est comme si je vous le lisais, c'est écrit à peu près comme ça là-dedans. Voltaire, à la fin de sa vie, est revenu à Paris. Il vivait à Ferney, comme vous le savez, à la frontière de la Suisse, dans cette espèce de domaine qu'avec une insolence incroyable, il avait osé construire parce qu'il s'était exilé lui-même. C'était la première fois qu'un écrivain français osait quitter ce royaume miraculeux, ce pays des fées, ce magic roundabout qui était le château de Versailles. Il avait dit « mais non, moi ça ne m'intéresse pas ». Voltaire a snobé le roi de France. Il est parti, il a vécu là-bas pendant très longtemps, et un jour il a décidé de revenir à Paris. À la fin de sa vie, il avait 80 ans, c'était très vieux pour l'époque. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Irène. Le théâtre de Voltaire est très méprisé. C'est une erreur. Victor Hugo, qui n'était pourtant pas voltairien, puisque c'était un romantique, aimait beaucoup Irène, et c'est une très bonne pièce. Et parfois, on dit d'un écrivain que voilà, il est convenu en France de dire le théâtre de Voltaire ne vaut rien. Évidemment, personne ne l'a lu. Et on dit ça simplement par commodité, parce qu'il y a 20 pièces de Voltaire. Et quand on dit ça, 20 pièces de Voltaire, ça permet de brancher la télévision et de regarder un match de foot à la place. Ça permet. Le jugement littéraire tient aussi au temps qu'on passe. D'ailleurs, le jugement littéraire tient aussi à la façon dont on lit les œuvres. C'est en particulier vrai pour les spectacles. Je pense qu'on a par exemple plus de respect pour la tragédie que pour la chanson, parce que pour la tragédie, on va à la Comédie Française, on met un costume et une cravate, alors que la chanson, on l'écoute dans sa cuisine en faisant sa omelette. Et du coup, la façon dont nous tenons, en face d'une œuvre d'art, conditionne notre jugement sans qu'on s'en rende compte. Si on met une cravate, qu'on s'habille, qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour un costume, qu'on prend un taxi, tout ça coûte cher, en plus il faut justifier l'argent qu'on dépense, on admire beaucoup plus l'œuvre d'art à cause de la façon dont nous-mêmes nous l'abordons. Voltaire revient donc à Paris, il a dû demander l'autorisation, on lui donne l'autorisation de revenir parce que c'était un écrivain d'opposition et la monarchie avait beaucoup de doutes sur le fait qu'il devait revenir ou pas. On lui donne l'autorisation et sa pièce Irène est représentée, la censure et le gouvernement avaient beaucoup l'espoir que la pièce ne marcherait pas parce qu'il était vieux, qu'il avait 80 ans. Irène est un triomphe. Il est à la Comédie Française, il est porté en triomphe sur les épaules des acteurs, il a 80 ans. Enfin, tout d'un coup, Voltaire redevient l'immense vedette populaire aussi qu'il était. Et donc, la monarchie commence à trembler parce qu'on se dit, mon Dieu, il va écrire des pamphlets, il va encore écrire des choses contre le gouvernement. Par chance, Voltaire, qui habitait, c'est commode pour s'en souvenir qu'est Voltaire, à Paris, sur les bords de la Seine, meurt peu de temps après. Et là, il y a cette chose extraordinaire. Voltaire meurt. Le lieutenant de police apprend la mort de Voltaire. Il vivait avec sa nièce, avec qui il couchait aussi. On a peur, le lieutenant de police craint les émeutes. On dit, si cet homme qui vient d'avoir un triomphe à la Comédie Française
meurt 2 jours après, le peuple de Paris va penser qu'il a été empoisonné par le gouvernement, il va y avoir des émeutes. Et aussitôt, à toute vitesse, on décide de faire la chose suivante qui a été faite. On prend le cadavre de Voltaire, on l'assied sur une chaise, on met une perruque au cadavre de Voltaire, on lui met du maquillage sur les joues, on lui met du rouge à lèvres pour lui donner l'impression de la vie, parce que sinon il était déjà blême à cause de la mort. On le maquille, on l'habille, on le met dans sa chaise. 2 laquais portent la chaise, descendent la chaise dans l'escalier, avec sa nièce à côté, qui parle à Voltaire comme s'il était vivant alors que c'est un cadavre, qui lui dit « Monsieur mon oncle, nous allons partir, etc. » Et lui, il branlait un peu de la tête comme ça, mais c'était juste le fait qu'on descendait les escaliers. On le met dans une voiture, le peuple de Paris qui passait dans la rue reconnaît Voltaire, fait un triomphe à ce cadavre, Voltaire, Voltaire, vive Voltaire, etc., le roi de Paris. Et cette chose extraordinaire se passe, c'est que le peuple de Paris, reconnaissant Voltaire, le cadavre de Voltaire, l'applaudit, lui fait un triomphe, pendant que le cadavre, sur instruction du gouvernement, quitte Paris. Et puis, parce qu'on voulait qu'il soit enterré, on cachait sa mort, qu'il soit enterré en dehors de Paris. Et là, l'aventure continue. C'est comme on pourrait faire un roman sur la mort de Voltaire. Sa nièce l'amène à Meaux, à côté de Paris, dans l'Est, où il avait des amis. Le curé de Meaux, le prêtre, refuse de l'enterrer parce qu'il était athée. Donc on refuse de l'enterrer. La nièce ne sait pas quoi faire. Elle a le cadavre de l'oncle qui est à côté de lui, qui ne bouge plus, qui est comme ça. Et on finit par l'amener en Champagne, où là, un prêtre qui ne croyait pas à grand-chose. C'est la merveilleuse invention encore de la religion anglaise, c'est que vous avez une religion qui ne croit à rien, au fond, je pense. Et nous avions ça avant. J'étais donc à Rome il y a quelques jours et passant devant la fontaine de Trèves, vous voyez donc cette fontaine avec des dieux païens, Neptune, etc., qui sortent des rochers. Et au-dessus de la tête de Neptune, en latin, cette fontaine a été créée par Clément XIII. Clément XIII était le pape. C'était le temps où les papes ne croyaient à rien. Aujourd'hui, nous avons un temps où les papes ont des convictions. La conviction est une chose affreuse. J'ai d'ailleurs une émission à la radio en France, à France Inter, et il y a quelques jours, je me suis fait beaucoup engueuler, si vous me passez un mot trivial, parce que j'ai fait une déclaration, je fais une digression, on dit digression en anglais aussi, c'est le même mot, non ? Je fais beaucoup de digressions. Et donc le pape, j'ai parlé du pape Benoît XVI parce qu'il venait de faire 2 choses. Dans la même semaine, il venait de nommer primat de Belgique, c'est-à-dire le chef de l'église belge, l'évêque de Namur, qui avait déclaré peu de temps avant que les homosexuels étaient des gens qui n'avaient pas connu un développement psychologique normal. Et 2 jours après, le pape Benoît XVI s'en prend à Gordon Brown et au gouvernement anglais pour la loi contre la discrimination sur l'embauche dans le gouvernement anglais. Et donc j'ai raconté à la radio ce qui est vrai que tout Rome appelle ce pape Joséphine. Son nom c'est Joseph Ratzinger, vous savez. Et tous les Romains l'appellent Joséphine parce qu'en fait il passe pour avoir les mœurs qu'il réprouve et donc c'est un hypocrite. Et voici le Philistin qui a été condamné. C'est pourquoi j'aime beaucoup Voltaire, je n'aime pas les papes. Et donc Voltaire, on a fini par l'enterrer du côté de la Champagne. Mais il y a aussi des dévots, des gens qui sont contre les dévots. Et Voltaire avait été adoré comme un pape. Et dans le village de Champagne où on l'a enterré, quelqu'un qui l'adorait, comme c'était Elvis Presley, Voltaire, c'était vraiment... Il a arraché les 2 incisives comme ça. On a su qu'il avait arraché les 2 incisives dedans pour les conserver comme on fait pour les saints dans les pays catholiques. On conserve des morceaux de... Il y aurait une thèse à faire sur les rapports entre l'anthropophagie et le catholicisme, probablement. C'est fait. C'est fait ? Oui. On a enlevé ses 2 dents et on a conservé la trace des 2 dents de Voltaire jusqu'en 1880. Il s'est transmis dans plusieurs familles où on l'a montré dans une cloche, les dents de Voltaire, etc. Et puis après, ça a disparu. Moi, j'ai longtemps pensé d'ailleurs qu'on a perdu la trace des dents de Voltaire et j'ai pensé qu'elle s'était réincarnée justement dans Mitterrand qui avait 2 incisives. Comme ça, je me suis dit, c'est lui. Voilà, je ne vous ai pas lu la notice de Voltaire, mais c'était tout comme. Il y a aussi beaucoup de notices sur des poètes dans ce livre. Il y en a beaucoup parce que j'y tiens beaucoup et que je trouve que la poésie en France est dans un état moins vivace peut-être qu'en Angleterre. Donc j'ai intentionnellement mis beaucoup de poètes et j'en ai mis aussi évidemment parce que j'écris de la poésie et je viens de publier là ces deux volumes. Ce volume de poèmes que Patrick McGuinness a bien voulu choisir et qu'il a choisi absolument comme il a voulu naturellement, en ayant eu l'excellente idée à mon avis de les ranger dans l'ordre chronologique inverse de leur publication.
Et il y a 2 volumes, un volume donc de choix fait par lui et un volume qui s'appelle Les nageurs. Parce que j'aime bien, en poésie, j'ai fait ça déjà pour un volume qui s'appelle À quoi servent les avions. J'aime bien avoir un sujet pour un volume de poésie. Il y a parfois des gens qui n'aiment pas la poésie, ça arrive assez souvent. Je pense que la poésie n'est pas aimée pour beaucoup de raisons, parce que parfois elle n'est pas aimable aussi. La poésie est souvent plaintive, est souvent en train de parler d'elle-même, est très narcissique. Mais aussi, la poésie, comment dire, la poésie c'est quelque chose qui est une espèce d'abdication de la virilité à un moment. Je dis ça parce que quand on écrit de la poésie, il faut avoir l'air, il faut avoir une certaine naïveté quand on écrit, il faut avoir accepté de montrer des sentiments qui ne sont pas toujours glorieux. Et donc souvent la poésie n'est pas aimée à cause de ça. En France, elle n'est pas aimée, elle est beaucoup moins aimée qu'elle ne l'était il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi. Bref, de temps en temps, j'aime bien choisir un sujet, un thème unique pour mes poèmes. J'avais choisi les avions et là les nageurs. Et c'est pas uniquement parce que c'est un sujet, c'est aussi parce que c'est un peu à l'image de ce que Paul Valéry, que je considère vraiment comme un des plus grands écrivains français du XXe siècle, ou Malherbe, 400 ans avant, disait à propos de la rime. Il disait « La rime est une chose très importante parce que le fait de devoir chercher un mot dont le suffixe soit identique au mot qui finit la ligne précédente nous oblige à être très astucieux et malin et à trouver et nous donne des idées que nous n'aurions pas eues s'il n'y avait pas eu la rime. » Je pense que c'est très vrai. Eh bien, le fait de choisir un sujet comme ça m'a forcé à moi d'avoir des idées que je n'aurais pas eues si je n'avais pas cherché. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais je me souviens particulièrement qu'à un moment, je me suis dit, avant d'avoir fini ce livre, tiens, il manque un poème sur le crawl, la nage, le crawl. Et donc j'ai regardé des images à la télévision de crawlers, etc. À un moment, j'ai été très frappé. Et le poème raconte ça. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, mais c'est pour vous expliquer que le fait de chercher un sujet m'a permis de trouver ça. J'ai vu une image à la télévision d'un crawler qui sort la tête de l'eau, comme ça, vous savez, quand on a la tête à moitié dans l'eau, avec une bouche ouverte qui ressemble à un masque de tragédie grecque et un œil écarquillé comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a vu en bas? Il a vu les enfers. C'est ça, et un nageur voit les enfers en bas. Bref, voilà le volume des nageurs. Mais je crois que on va lire 2 poèmes qui sont de... Je lis d'abord ou toi? Vas-y d'abord. Oui, l'original, puis la traduction. Alors, si vous lisez en même temps, ça peut faire comme un volume bilingue, mais dans un volume bilingue, on ne peut pas lire les 2 pages parallèles en même temps non plus. Donc, il vaut mieux que l'original d'abord. C'est Patrick McGuinness qui a choisi les poèmes, et le premier s'appelle Eros sur le mur, et je l'ai écrit en étant très frappé par un immense panneau publicitaire à New York. Si vous connaissez New York, c'est sur Houston, au coin de Broadway. Il y a toujours, depuis 100 ans, il y a un mur nu comme ça sur lequel il y a des très très grandes affiches publicitaires. Et en général, et depuis très très longtemps, c'est des affiches pour Calvin Klein. Et j'avais été frappé par cette affiche qui doit faire, je sais pas, 10 mètres ou 15 mètres de long, de ce mannequin pour des jeans de Calvin Klein, et j'ai imaginé que c'était le dieu de Manhattan. Alors, et ça s'appelle Eros sur le mur. Alors, pardon, mais je prononcerai les mots américains à la française. Je dirais Manhattan parce que je l'ai écrit comme ça. Eros sur le mur. Le dieu de l'amour veille sur Manhattan, odalisque en tissu des jeans de Calvin Klein. À l'angle de Broadway, sur un mur de Houston, 12 mètres de haut, 25 mètres de long, allongé sur le coude et mains sur la ceinture, montrant un peu de ventre, et l'œil plutôt enfantin, il drague les humains qui vont sans s'arrêter. On est indifférent au statut de ces dieux. À certains moments, nul n'en sait la raison, la bâche se décolle et, léchant le mur noir, s'en va se déhanchant dans le ciel de la ville, bannière de plaisir aux dames des dieux mineurs, qui, bâchant d'autres murs, se taisent néanmoins. La Vénus sur fond roux versant de l'eau déviant, dans un kaki d'Ockers, le noir Neptune assis, un Neptune en plus jeune, on n'a pas de vieux dieu au panthéon d'ici. Et la déesse Nike, qu'on appela Nike, levée au plat d'un mur, dont 2 fenêtres aux œils ont transpercé la toile. Se mouvant en poisson, le bel Eros aère, le ciel lourd de New York et ce bruissement gai, calme pour un instant son infernal tapage. Les conducteurs hindous, cessant de klaxonner, sortent de leur taxi, la mine méprisante. Ils admirent là-haut le voguant érogène, des prières liquides coulent de leurs lèvres mauves, érogène, bénin, les prend avec le reste, pendant que,
sous son flanc, heureux, le monde s'adoucit. Okay. Bon, Billboard Eros. The god of love watches over Manhattan, denim odorlesque in Calvin Klein on the corner of Broadway and Houston, 12 meters high and 25 wide. He leans on his elbow, hand on his belt and ready to draw, shows a sliver of stomach, a slutty adolescent gleam in his eye, and we, caught in the dragnet of his gaze, go by without stopping. We don't notice the statues of our own gods. Sometimes, no one knows why, the canvas comes unstuck and, licking the black wall, falls with a swing of the hips and floats into the city sky, a banner of pleasure to taunt the lesser gods, hanging on other walls and saying nothing. The Venus on a reddish background calling Avion, the seated black Neptune in khaki dockers, a young Neptune of course, no senior citizens in this pantheon, and the goddess Nike, once known as Nike, curled around a wall whose two windows stare out through the canvas. Shimmering like a fish, our handsome Eros aerates the heavy New York sky, and his careless wing beat of denim for a moment drowns out the racket. The Hindu taxi drivers silence their horns, swagger out of their taxis to admire Eros sailing on a breeze. Liquid prayers flow from their purple lips. The benediction of Eros takes them in too, and the world's edges soften under his hips. Et l'autre poème s'appelle Théorie de l'encre et il est en trois parties. C'est la première partie du poème est sur un poulpe que je regardais dans un aquarium. Et je vais vous le lire. Donc la première partie est comme ça. Cette grosse tête emplie d'encre, qui ressemble assez à celle de Hugo, de ses 1000 pattes hésitantes, attrape précautionneuse des mots. Une fois fait, elle les rapproche comme nul n'y avait jamais pensé. C'est l'imagination, ce poulpe. Et l'aquarium où je l'admire, un miroir. Tu dis ça peut-être après les autres. This fat head full of ink that looks oddly like Victor Hugo's, with its hundreds of quivering legs, catches words as they pass, then puts them together as no one thought they'd go together. That octopus is the imagination and the aquarium a mirror. Quand la nuit, dans mon sommeil, montant les marches de mon moi sur leurs industrieuses pattes, des pensées s'installent dans les fauteuils de mon cerveau et discutent d'un écrit à peine en cours, je me dis, serais-je un jour noyé dans l'encre, cette encre qui manque dans mon lac intérieur, nourrissant l'alien qui s'agite en dedans, puis un jour me tuera. When at night, asleep, climbing the steps of myself, on their busy little legs, the thoughts come and take their seats in the armchairs of my mind and talk about something unwritten, barely begun. I wonder, am I going to drown in the ink one day? This ink that keeps me anchored in my well feeds the alien that grows in there, and who one day will kill me. Hors de cette encre où l'on suffoque, dans cette encre où l'on respire, videz-vous-en les veines par le canal des stylos, vous rejoindrez la mer, tout un encre des morts, ou par chance, on oubliera votre être. From the ink where you're drowning into the ink you can breathe in, empty your veins through the nib of your pens. You'll meet the sea of ink by the dead hour, where, if you're lucky, you'll be forgotten. C'est un bon mot pour finir une intervention. Forgot. Merci, messieurs, pour vos lectures. Nous pouvons maintenant prendre des questions. Et en écoutant Charles puis Patrick, je me suis dit, ça c'est le traducteur qui dort un petit peu, sûrement dans un fauteuil de mon esprit. Quand même, devoir avoir un doublet comme encre et encre, c'est pas donné à toutes les langues. Et bien évidemment, on ne peut pas toujours faire les inventions et les néologismes qu'on voudrait quand on traduit, mais tu t'en es superbement sorti, bien entendu. Donc, la parole est à l'accusation ou à la défense, selon ce que vous voudrez poser. Mais je vous demanderai de prendre le micro pour
qu'on s'entende Juste mieux. une parenthèse, je ne vous ai pas dit que parmi mes fautes d'anglophilie, c'est que je suis traducteur aussi, que j'ai traduit des chroniques de Oscar Wilde en France qui étaient inédites et la pièce de théâtre de Scott Fitzgerald, la seule pièce de théâtre qu'il ait écrite. Et je ne désespère pas un jour de traduire un poète qu'aime beaucoup Patrick aussi, qui est Franco Harrin, le poète new-yorkais, qui n'a pas été traduit en France encore. Qu'est-ce qu'on fait avec des écrivains comme Claudel et qu'est-ce que vous avez dit, Aragon et qui encore? Céline. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce sont de grands écrivains. Et vous dites, vous les enfin... Non, c'est-à-dire que je crois qu'il y a... Enfin, ce sont des grands écrivains. Il y a des moments, vous savez, où les étrangers n'ont pas toujours tort. En France, Céline... On a l'impression, en France, que nous avons le goût universel en matière de littérature. Bon. Nous avons beaucoup de goût, nous sommes très lettrés. Mais enfin, sous prétexte que Baudelaire a traduit Edgar Poe, tout le monde répète que les traductions d'Edgar Poe par Baudelaire sont meilleures que l'anglais, ce qui est faux. On n'a pas non plus raison tout le temps. Eh bien, moi, il y a quelques années, ce qui m'a frappé, c'est en allant à New York, j'ai vu Louis-Ferdinand Céline rangé dans la cult literature, qui était plutôt pour les adolescents. Et ça ne m'a pas paru complètement faux. Si vous voulez, le statut d'immense écrivain de Céline, c'est une chose très bizarre qu'on répète. Enfin, je trouve que Céline est un très bon écrivain, mais je n'aurais pas le ridicule de dire que c'est un mauvais écrivain. Mais je suis assez avare de l'expression grand écrivain pour lui. Elle vient d'une chose très bizarre d'ailleurs. Elle vient d'une chose qu'on répète, enfin d'une part parce que lui était un génie de la publicité, il s'est très bien entendu à faire sa propre publicité. Mais ça vient aussi probablement de Léon Daudet qui avait fait avoir le prix Goncourt à Proust et qui, probablement, lui qui était antisémite, pour s'excuser d'avoir fait donner le prix Goncourt à un juif ou à un homme qui était à moitié juif, avait dit mais l'autre grand écrivain c'était Céline. Si vous voulez, je trouve que Céline avait d'une part la prétention d'avoir inventé un style. Il le dit lui-même dans un livre assez drôle qui s'appelle Les Entretiens avec le professeur Y vers la fin de sa vie, qui sont un dialogue imaginaire avec un ami à côté de la Bibliothèque nationale, et il dit « J'ai inventé la littérature émotive, like emotion ». Et il fait la grande apologie de sa façon d'écrire des points d'exclamation et des points de suspension. Mais c'est très bien, sauf que c'est une imposture. C'est que la littérature émotive et ce système de ponctuation-là a été inventé 100 ans avant lui par un écrivain pour lequel j'ai la plus grande considération et qui est Jules Laforgue. Mais ça fait partie des trucs. Les écrivains les écrivains de ce genre-là ne reconnaissent jamais leur paternité parce qu'ils veulent donner l'impression qu'ils sont sortis des génies tout crus du ciel. Donc, Céline n'a pas inventé ce style-là, ce qui n'est pas un mal d'ailleurs. C'est pas très grave de ne pas avoir inventé un style, c'est sa prétention qui est ridicule. Et d'autre part, on a une indulgence envers Céline qui est tout à fait curieuse en France, c'est-à-dire que je pense que Céline a un génie comique. Voilà. Céline est très très drôle quand il est grossier, injurieux, qu'il engueule les gens, qu'il fait des numéros insupportables. Mais il est comme un enfant, il ne sait pas s'arrêter. Et parce qu'on a ri, ce qui arrive assez peu d'ailleurs, un écrivain qui fait vraiment rire, on sourit en général, mais rire c'est assez rare. Céline peut faire rire, mais il fait rire pendant 10 lignes et puis après il nous insupporte parce qu'il ne sait pas s'arrêter. C'est un peu le défaut que toute proportion gardée avait Rabelais. Donc il y a un défaut d'équilibre dans sa littérature, c'est pas non plus... On a décidé un peu... Probablement Joyce est responsable, et la gloire posthume de Joyce est très responsable de ça aussi, et aussi parce que ça succédait à une littérature classique et raisonnable. On a décidé que les livres énormes qui n'étaient pas rangés, qui n'avaient aucune construction et qui n'étaient pas édités étaient des chefs-d'œuvre. Mais il y a une espèce de complaisance là-dedans. Je trouve que, en plus de ça, je trouve que Céline est un écrivain à la fin assez monotone. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les livres de la fin. Je n'aime pas Le Voyage au bout de la nuit parce que, à la fin, vous savez, un écrivain, si on fait réduire comme à la casserole, il reste une seule chose. Et quand on fait réduire Céline à la casserole, il reste une apologie de la lâcheté qui est quand même extrêmement déplaisante. Bon.
Et puis, Céline a quand même été, et dans ses livres, pas seulement dans sa vie, Céline a été dans ses livres très exactement un salaud. Bon, il a écrit des choses épouvantables, il a écrit, moi il n'y a pas très longtemps, Philippe Solers me disait « Ah, vous devriez relire la correspondance de Céline, c'est un chef-d'œuvre. » Bon, je ne l'ai pas relu, je ne l'avais pas lu, j'en avais lu des extraits, je prends un volume qui est publié en France et je vois en 1948 une lettre de Céline à Jean Paulhan, qui était un éditeur très important chez Gallimard, et qui dit « Je me suis fait encore taper dessus, ah c'est bien fini, moi qui ai toujours été du côté des perdants. » Et j'ai fermé le livre et le livre est fermé pour moi. Qu'un homme pareil ose dire, moi qui ai toujours été du côté des perdants, quand au moment de la guerre, quand les Allemands étaient en France, quand la France était occupée, quand les Juifs étaient envoyés à Drancy, qu'il a osé écrire 3 livres, 3 pamphlets antisémites en disant il faut les exterminer. Où est l'homme qui est du côté des perdants? Et ça, c'est des livres, c'est pas des choses qu'il a dites à la radio, c'est pas des choses qu'on peut dire. Le drame de Céline, c'est que c'est un chauffeur de taxi qui écrit. Voilà. Alors il est là dans les encombrements, il fait les nègres et les arabes et les pédés, je font chier les juifs, comme ça. C'est un chauffeur de taxi qui écrit. Et voilà. Et de temps en temps, quand un chauffeur de taxi écrit, il écrit des bêtises. Il y a des choses parfois très drôles, très amusantes, etc. Mais c'est un chauffeur de taxi. Il y a 2 semaines dans le TLS, un très bon article de George Steiner sur Céline et les ambiguïtés de sa réception, etc. C'est un très très bon article. C'était quelqu'un avec qui j'ai eu des ennuis parce que j'avais écrit dans le magazine littéraire un article sur Steiner qui pour moi fait partie d'une espèce de vague de conservatisme un peu bête, et j'avais osé l'écrire, j'avais eu beaucoup d'ennuis. C'est quand même George Steiner qui a osé écrire il n'y aura plus de Proust. Évidemment, il n'y aura plus de Proust, il y en a eu un. Il y en a eu un. Et quelle est l'utilité d'avoir un second Proust? Et ça, c'est le prototype même du conservatisme qui refuse de voir que la vie continue. Il n'y aura plus de Proust, non, mais il n'y aura plus de Rabelais, il n'y aura plus de Mallarmé, il n'y aura plus de Ted Hughes, il n'y aura plus de... Et il n'y en a plus besoin. Rappelez-vous l'échec de Victor Hugo, il avait dit Chateaubriand ou rien, il a été Victor Hugo, c'est un ratage intégral. Exactement, mais dire des choses pareilles et dire que la littérature est morte, que la jeunesse ne connaît pas la littérature parce qu'il n'y aura plus de Proust, c'est une ineptie intellectuelle. Autre question? Je peux m'en poser une à moi-même, si vous voulez. Il y a quelques jours, j'étais sur France Culture pour ce livre et j'étais interviewé. Parfois, les journalistes ont des idées bizarres et j'étais dans une émission qui durait 1 heure en compagnie d'une très vieille chanteuse mais très amusante qui s'appelle Brigitte Fontaine. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une vieille dame qui a beaucoup de talent et très amusante. Et là, elle écrit en plus de chanter. Bon. Et donc, elle était invitée en même temps que moi. Et tout d'un coup, dans l'émission, elle dit « Oui, alors j'aime beaucoup son livre. » Elle lit un poème, très bien, parce qu'elle est très comédienne, tout ça. Et elle dit « Mais enfin, quand même, je voudrais poser une question à Charles Danzig. Son livre s'appelle « Les nageurs. Et pourquoi ça ne s'appelle pas « Les nageuses ?» Et je lui ai dit « C'est comme si je vous demandais pourquoi votre livre, qui s'appelle « Le bon peuple du sang », ne s'appelle pas « Le bon peuple du beurre ». C'est une question, quand les écrivains sont les seuls gens qui s'occupent de choses de l'esprit, je cherche un mot qui ne soit pas trop long mais je ne le trouve pas, à qui on demande toujours de faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Moi, mais ça m'arrive tout le temps. Je publie un livre qui s'appelle « Les nageurs », on dit « Mais pourquoi c'est pas les nageuses ?» Parce que c'est les nageurs. Quand vous voyez un tableau, qu'un peintre peint une pomme, personne ne va lui dire « Pourquoi vous n'avez pas peint une poire ?» Eh bien, les écrivains, si. Et je pense que ça n'est pas de toute façon, il y a déjà les baigneuses. Oui. Mais je pense que ça n'est pas de la méchanceté, mais je pense que c'est une manière pour les gens d'entrer un peu dans la littérature. Ils ont une idée, ils ne savent pas trop quoi, ils ont envie d'avoir une idée, donc ils disent une sottise. Mais une sottise, c'est parfois un remplacement de l'idée. Peut-être que je vous ai dit des sottises. Quelqu'un veut dire maintenant une sottise ? C'est pas vraiment une question, c'est un peu une observation un peu bête, mais je me suis dit que vous avez parlé de votre liste d'écrivains morts écrasés sous soit les trains, soit les voitures, et les écrivains morts pendant la Première Guerre mondiale. Et je me suis demandé si vous avez Émile Verhaeren qui est mort écrasé sous un train pendant la Première Guerre mondiale. Oui, il y est. Voilà. Bravo. Il y est, et d'ailleurs il y a une notice sur Verhaeren que j'aime beaucoup dans ce livre. Oui, il y est. Je n'ai pas trouvé d'écrivain mort en avion, j'ai cherché.
Mort en avion, j'ai pas trouvé. Les écrivains ne gagnent pas assez d'argent, ils voyagent en train, probablement. Ah, c'est vrai. Oui. Mais si, ça y est, Si, on a retrouvé. Enfin, On a retrouvé. Oui. Et ben voilà. Ben oui. Saint-Exupéry est mort en avion. Une correction à faire. Mais c'est de sa faute qu'il pilotait. Non, sa faute est qu'il écrivait. Malraux, lui, a atterri. La grande faute de Saint-Exupéry, c'est ça. Vous savez que l'ancien directeur, je vais vous laisser avec ça, mais une anecdote extrêmement amusante, qui est peut-être inventée, parce que c'était un grand tartarin. Quelqu'un de chez Gallimard m'a raconté un jour, l'ancien directeur commercial m'a raconté qu'il était, donc il travaillait chez Gallimard, qui était l'éditeur de Saint-Exupéry, et un jour, Gaston Gallimard, qui était le vieux Gallimard qui dirigeait la maison, l'appelle et lui dit « Écoute, je suis très embêté, les héritiers de Saint-Exupéry m'ont donné un manuscrit qui est, pardon, mais je vais répéter exactement ce qui m'a été dit, ce manuscrit est une merde, je ne sais pas qu'en faire, il demande beaucoup d'argent, est-ce que tu veux le lire et me dire ce que tu en penses ?» Le directeur commercial en question, qui s'appelait Guy Scheller, qui a été après en France l'homme qui a inventé la collection bouquins, je ne sais pas si vous... Voilà. Et Scheller me raconte que... Donc il lit le livre, il dit « Je suis tout à fait d'accord avec Gaston, c'est une merde. » Et je ne sais pas qu'en penser. Ce livre, évidemment, ça s'appelait Le Petit Prince. Bon. Et Scheller dit à Gaston, écoute, j'ai une idée, on n'est pas le genre de lecteur pour ce genre de littérature, on n'est pas bon pour juger. Je vais aller dans le bordel où tu as des habitudes. Gaston Gallimard fréquentait un bordel, rue Chabanais, et Guy Scheller a apporté le manuscrit, une copie du manuscrit du Petit Prince, dans le bordel. Il a dit, je reviens la semaine prochaine. Il est revenu la semaine prochaine, il m'a dit, les putes pleuraient. Et il est revenu voir Gaston, il lui a dit, Gaston, les putes pleurent, on en vend 10 000. Ils en ont vendu 10 millions. C'est un bon test. Si la pute pleure, on vend beaucoup. C'était une histoire sérieuse de la littérature française. Voilà. Autres interventions? Bien. Ben, écoutez, merci à tous. Et, merci Charles, merci Patrick pour ces propos et pour les lectures. Hein, et vous retrouverez tout ça. Nous, on n'a pas de radio, mais on podcast. Hein, si bien entendu, vous ne partez pas avec la machine qui est dans votre poche. J'enlève aussitôt. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, vous savez quoi dire. Merci.